Salutations les amis, et aujourd'hui on se retrouve pour une théorie sur le mystère qui plane au-dessus des sabres de One Piece. Je vais vous donner ma version de la chose concernant les sabres noirs dont nous avons entendu parler via Mihawk, ainsi que des sabres maudits comme les Kitetsu. Cette théorie sera divisée en deux parties, la partie sur les lames maudites et la partie sur les lames noires. Le sujet du haki maudit sera traité dans ces deux parties. Déjà, pour bien comprendre cette théorie, nous allons partir sur une base où les sabres possèdent une âme. Car oui, dans la culture japonaise, des objets prestigieux tels que les sabres ont tendance à être vénérés et semblent posséder une âme. D'ailleurs, c'est toujours d'actualité dans One Piece car des épées comme Fungfried ou même des canons ont pu manger des fruits du démon. Le fruit du démon étant une malédiction de l'âme, on peut donc affirmer sans crainte que les objets en possèdent une. Pareil pour les bateaux, nous avons bien vu avec le Going Merry qu'il possédait un esprit, le Klabo Turman. Quoi qu'il en soit, de nombreuses choses me font penser que les sabres noirs, comme le Kokuto Yoru de Mihawk ou le Shushui de Zoro par exemple, seraient en fait des sabres imprégnés du haki de leur forgeron. Alors pourquoi spécifiquement de leur forgeron? Tout simplement car Oda aurait pu reprendre le mythe super populaire de Muramasa, un forgeron japonais légendaire du XVIe siècle. Selon la légende, Muramasa était réputé pour être quelqu'un de très violent et il aurait transmis ce caractère et cette haine aux sabres qu'il forgeait. Toujours d'après la légende, l'esprit de ces sabres, que l'on appelle le Tsukomogami, refusait de retourner dans leur fourreau tant que le propriétaire de la lame n'avait pas commis un quelconque crime. De nombreux massacres, tous plus sanguinaires les uns que les autres, lui sont donc attribués à lui et à ses sabres. Il est aussi important et intéressant à noter que de nombreux épéistes ayant possédé une lame de Muramasa connurent une mort tragique. Dans tous les cas, en sachant qu'Oda reprend souvent les mythes du monde réel pour les adapter au manga, ça me paraît totalement cohérent. Un film One Piece a déjà évoqué ce sujet de malédiction d'épée et il s'agit du 5e film La malédiction de l'épée sacrée, où nous retrouvons Saga, un vieil ami de Zoro, corrompu et possédé par Shishi-Senken, une épée au grade de Owasamono. Étant donné que ce film n'a pas été scénarisé par Oda, comme de nombreux films One Piece d'ailleurs, et qu'il ne rentre pas dans la véritable histoire du manga, ces informations doivent être prises à la légère. Sauf que j'ai remarqué qu'une version manga était disponible depuis peu et sur certains sites on pouvait retrouver la mention scénarisée et dessinée par Eiichiro Oda. Donc malheureusement je ne sais pas quoi penser. Bref, pour en revenir à ce fameux film, Shishi-Senken est une lame qui a été maudite par le sang de trois princes lors de sa création. L'épée a absorbé toute l'énergie négative et maléfique autour d'elle pour finalement renfermer un pouvoir démoniaque, pouvant prendre emprise sur son utilisateur. Cette lame pouvait par exemple fusionner avec Saga et ainsi le rendre capable de couper des objets à main nue. Alors comme je le disais, même s'il s'agit d'un film One Piece et qui n'a peut-être aucun lien avec le manga original, je pense que les lames maudites ont été créées d'une manière plus ou moins similaire. Elles s'imprégneraient de l'âme de leur forgeron ou de leur haki, et suivant l'influence de celui-ci, donc bon ou mauvais, la lame aurait cet effet sur l'épéiste. Prenons par exemple le Wado Ichimonji que Zoro a hérité de Kuina. Le Wado Ichimonji, signifiant la route menant vers l'harmonie, dégage une aura positive pour Zoro. Cette lame lui permet de garder en tête l'objectif qu'il s'est fixé, à savoir de devenir le plus grand épéiste du monde pour honorer la mémoire de Kuina. Donc même si on ne connaît pas son origine, cette lame n'est pas possédée par un mauvais esprit, bien au contraire, j'aurais même tendance à dire qu'elle fait ressortir tous les bons côtés de Zoro. Alors qu'à l'inverse, les Kitetsu, pouvant être traduits par la réalisation démoniaque d'après le Wika, sont une série de 3 lames réputées pour être maudites et réparties dans les 3 catégories Wasamono. Kitetsu est le nom du forgeron qui a créé ces 3 sabres maudits. Il fait d'ailleurs sans aucun doute une référence à Muramasa, car lorsque Ipponmatsu, l'armurier de Lockdown, a décrit les sabres Kitetsu, il a bien mentionné que tous les grands escrimeurs qui ont porté un Kitetsu à leur ceinture ont connu une fin atroce. Donc si on suit la petite logique qu'impose cette théorie, Kitetsu était donc un grand forgeron qui aurait transmis la folie à ses sabres, tout comme l'aurait fait Muramasa. Là encore, une chose très intéressante m'a mis la puce à l'oreille. En se trouvant à proximité du Sandai Kitetsu, Zoro a ressenti la malédiction émanant du sabre. C'est pour moi la preuve formelle que l'aura que dégageait le Sandai Kitetsu n'est autre que du haki maléfique. Si vous êtes toujours pas convaincu par le bon ou mauvais côté que peut posséder le haki, allez jeter un œil au chapitre 680 où est introduit la première fois Vergo à Punk Hazard. Sanji et Zoro ont ressenti une aura bizarre derrière eux et c'était justement celle de Vergo et de toutes ses mauvaises intentions. Ah et bien justement, restons à Punk Hazard pour la partie sur les lames noires. Souvenez-vous de cette scène mythique lorsque Zoro a fendu Monet en deux avec Shusui. Tashigi a fait la remarque qu'il n'a pas utilisé de haki et pourtant il a en quelque sorte neutralisé les pouvoirs du Logia de Monet. Sa lame étant noire avec des teintes violettes, je suis une fois de plus convaincu qu'elle est partiellement composée de haki, ce qui aurait donc permis à Zoro de trancher Monet sans utiliser le haki de l'armement. Alors oui, c'est un peu poussé comme exemple, mais ça reste dans l'esprit de ma théorie. D'ailleurs, il faut garder en tête que les lames noires sont une catégorie de sabre à part entière. Comme le disait Zoro lors de l'obtention de Shusui à Thriller Bark, même si un dinosaure devait marcher dessus, l'épée ne fléchirait pas d'un seul millimètre. On dit que la dureté est la plus grande qualité de l'épée noire. Bon alors là c'est facile, mais j'ai une devinette pour vous. Qu'est-ce qui est noir et qui renforce la dureté d'une arme
ou d'un objet. Bingo, le haki, et plus précisément celui de l'armement. Et justement, lors de son affrontement contre Pika, Zoro parvient à prendre le dessus sur Pika en imprégnant de haki ses lames, ce qui la rendirent totalement noire. À la fin de cette scène, nous avons droit à un flashback de Zoro se remémorant les mots de Mihawk, comme quoi il faut apprendre à maîtriser le haki pour l'insuffler dans ses lames afin de ne plus jamais en ébrécher une seule. Pour moi, il n'y a qu'un pas entre les lames noires naturelles comme le Kokuto Yoru de Mihawk ou le Shusui de Zoro et le haki de l'armement qu'un épéiste peut utiliser pour recouvrir ses sabres. Nous en saurons sans doute beaucoup plus durant l'arc de Wano, mais je reste persuadé que les forgerons ne seront pas neutres à cette histoire de malédiction et sur cette dureté inexpliquée que font preuve les lames noires. D'ailleurs, vous avez peut-être trouvé ça ridicule que je parle de forgerons dans cette théorie. Oui, car ils ne sont pas connus pour avoir un rôle très important. Eh bien, si vous pensez ça, détrompez-vous. Les forgerons légendaires comme Muramasa justement ou encore Masamune possédaient un si grand prestige qu'on pouvait les comparer à un shogun ou un daimyo qui, pour rappel, font partie des plus hauts titres militaires et politiques de l'histoire du Japon féodal. Alors pour la petite anecdote, le pays de Wa dans One Piece, dont sont originaires Kinemon et Momonosuke pour ne citer que, est une référence directe à l'époque féodale du Japon, commençant en l'année 1198 pour finir en 1868. C'est durant ces presque 700 années que sont nés Muramasa et Masamune. Dans tous les cas, je pense vraiment que cette théorie tient la route. J'avais plein d'idées en tête et j'espère avoir réussi à vous les expliquer sans trop vous avoir embrouillé. J'espère n'avoir rien oublié aussi. Je pense faire une deuxième version prochainement sur les sabres d'autres épéistes. Cette vidéo est donc à présent terminée les amis, je vous remercie 1000 fois de l'avoir regardée. Je remercie autant de fois le grand maître Shido pour l'aide qu'il m'a apporté à concevoir cette théorie. Donc si elle vous a plu, comme d'habitude, laissez-moi un gros j'aime et donnez-moi votre avis en commentaire. Je vous invite à me rejoindre sur Facebook, Twitter ainsi que Twitch pour ne rater aucun de mes lives One Piece. Sur ce les amis, merci encore, peace.